il y a des personnes qui ont trouvé que je parlais fort à soir. Et comme tu sais très bien, je parlais comme d'habitude. Quand vous trouvez que je parlais fort, c'est gênant de venir me le dire. Mais étant donné que lorsque je parle fort, c'est parce qu'à la régie, le bouton est un petit peu trop haut, et puis qu'ils s'en sont pas rendus compte, ben c'est pas gênant d'aller le dire à eux autres. Alors, si à un moment donné, vous trouvez que je parle fort, ben, c'est simplement que là-bas, le son est un peu monté. Et puis, si une personne en arrière, normalement, on s'en rend compte. C'est parce que ce soir, on organise des conférences à l'extérieur, donc on a la moitié moins de notre personnel. Quand je parle fort, je parle pas fort, puis je crie pas. Le son est trop fort. Alors, dans ce temps-là, évidemment. Je pensais, Daniel, c'est parce que si tu organises des conférences à l'extérieur, tu parlais pour l'extérieur. Oui, c'est ça. Ouais. Non, j'ai suffisamment de vibrations pour qu'on m'entende ou ce qu'on doit m'entendre. C'est pas nécessaire de mettre le son fort. Première question ici. Est-ce que la fatigue et la souffrance viennent de nos peurs? Ou je suis fatigué parce que je souffre? Bon, si on parle de fatigué dans le sens épuisé, ou une fatigue vitale et physique, parce qu'on peut être fatigué de souffrir, mais là, c'est pas ça qu'on veut dire. Est-ce que ça vient de nos peurs? Bon. La pollution étant tellement avancée dans les régions évoluées de notre planète, la pollution étant dangereusement épanouie, évoluée, dans les régions industrialisées, et c'est dans les régions industrialisées où l'humain sur la planète a le plus de potentialité de contact supramental, parce qu'il a une énergie mentale assez développée. L'énergie vitale, c'est l'énergie qui permet la vie. Et cette énergie vitale dans les régions industrialisées, polluées, est identifiée, focalisée vers la restauration de ce qui est détruit par la pollution. Alors ici, on a des pluies acides, on a de l'eau acide, chimique. J'ai remarqué dernièrement que le lave-vite que j'achetais pour laver mon pare-brise avait de la difficulté à ôter les mouches. Mais lorsqu'il pleuvait, c'était pas long, quand le pare-brise est extrêmement propre. Alors, l'eau de la pluie a un effet plus nettoyant que les produits chimiques qu'on vend pour nettoyer. L'eau de la pluie, l'eau qui à l'origine était pure, elle est toujours pure, mais elle est plus buvable. L'énergie vitale se focalise pour restaurer les plantes, restaurer la génétique des arbres. Elle se focalise dans les régions polluées pour adapter de façon à ce que ça ne s'éteigne pas. Alors, automatiquement, l'humain qui vit dans ces régions manque d'énergie. Il manque d'énergie vitale. Il dort mal. Il devient de plus en plus stressé. D'ailleurs, la semaine prochaine, sur les mécanismes du stress, je ne parlerai pas du stress physique, je vais parler du stress de l'évolution. La peur de l'évolution qui crée une résonance stressante, vibratoire dans la psychologie, dans le corps vital, dans le corps physique, opérant même des maladies reliées à l'évolution, au stress de l'évolution. L'énergie vitale qui manque à l'humain. Alors même si l'humain respire, même si l'humain mange, on mange des tomates, on mange des fruits, on mange de la vie. Et même dans ces légumes, dans des pays, dans l'Amazonie par exemple, où on a une température qui peut aller chercher les 140 degrés, selon l'ancien tableau, dans les 45 et même 50 degrés, au soleil et dans les 130 à l'ombre, on peut prendre des légumes et des fruits que l'on va cueillir et on peut les laisser là, à l'ombre au soleil. Et s'ils ne sont pas infestés de moustiques, ces légumes et ces fruits vont pouvoir mûrir et rester vivants plus longtemps que ceux qu'on a ici, alors qu'il fait moins chaud ici. Pour la simple raison que dans ces pays sous-développés, il y a beaucoup plus de vie. Tandis que dans les pays industrialisés, on manque de vie, d'énergie vitale. Cela amène de la fatigue chez l'homme. Alors même si l'homme se repose, même si l'homme prend des vacances, même si l'homme essaye des cures, même si l'homme essaye n'importe quoi, ça ne fonctionne pas toujours, et toujours ça ne fonctionne presque jamais à 100%. La peur, elle peut s'énergiser elle-même, étant donné que la pensée s'auto-énergise, la pensée elle existe lorsqu'elle pense. La peur existe lorsqu'elle exprime, lorsqu'elle est exprimée dans la pensée. Alors la peur, elle a un mécanisme, elle a une faculté assez dramatique chez l'humain.
c'est que lorsque l'humain a peur, cette résonance de peur, qui est une résonance de l'astral, une résonance de la pensée, une résonance qui est de vibration plus basse que la pensée spirituelle, qui est quand même une pensée, cette peur a la faculté de pouvoir s'exprimer par le biais du système endocrinien dans le corps physique, et cela oblige le corps physique à exprimer une vibration qui, perçue par les sens du corps physique, va instruire l'ego que le corps physique a peur, donc va instruire l'ego de danger. Lorsque l'ego perçoit un danger, automatiquement il compare son état de bien-être qu'il a en mémoire et l'état de danger, et automatiquement il a peur. Lorsqu'un humain a peur, il est facile pour cet humain d'auto-engendrer, donc d'auto-énergiser, d'auto-nourrir cette peur chez lui. Lorsqu'une personne a peur, elle va transpirer, son cœur va s'accélérer, et ces mécanismes traduisent dans l'ego un danger. Ce danger crée la peur, mais ce danger est né de la peur. Lorsqu'une personne a peur, elle a peur. Lorsqu'une personne est avec un chien, lorsque la personne a peur parce qu'elle est toute seule dans une forêt perdue, elle entend un craquement, alors elle crie un peu et elle commence à avoir peur. Le chien est en résonance émotive avec l'humain. Le chat est en résonance vitale, le chien est en résonance émotive, astrale. Alors automatiquement, le chien commence lui aussi à avoir peur. Parce que, d'ailleurs, le cheval, c'est la même chose. Les animaux proches de l'humain sont en résonance émotive, à part le chat. Et automatiquement, les animaux qui sont proches de l'humain vont commencer à avoir peur parce que se fiant à l'humain, vu que l'humain a peur parce que l'humain se fie à son chien et que le chien se fait à l'humain. Alors, l'humain a peur, le chien est insécure, l'humain voit le chien, l'humain a plus peur parce que si le chien a peur de savoir ce qui se passe. Le chien, percevant l'odeur et l'énergie vitale de l'humain qui commence à être grugé en énergie de peur, alors le chien a encore plus peur, jusqu'à temps que le chien vienne se placer entre les jambes de son maître. Et lorsque le maître essaie de se placer entre les jambes du chien, ben, il est mieux d'avoir un gros chien. J'ai même déjà conduit un maître à l'hôpital parce qu'il avait été mordu par son chien, parce que son chien avait peur et que le maître essayait de rassurer son chien. Le chien avait peur, le bonhomme avait peur. C'était quand même un gros chien, mais c'était pas un chien de nature agressive, génétiquement agressif. Et le bonhomme avait peur, le chien avait peur. C'était le soir chez lui. Je ne sais pas ce qu'il avait fait avant, il ne l'a pas compté. Il faisait juste sacrer après son chien quand on était allé le chercher. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été ambulancier pour Urgence Santé pendant plusieurs années à Montréal. Et le chien a fini par avoir plus peur de la peur que de son maître. Et le chien avait peur parce que le maître avait peur, et le maître avait peur parce que le chien avait peur. Ça a commencé dans la pensée de l'homme. Jusqu'à temps que le bonhomme a voulu envoyer son chien voir, et le chien a mordu le bonhomme. La peur, c'est ce que ça donne. Ça s'auto-énergise. S'auto-énergisant, cela se traduit par une réaction biologique, une réaction endocrinienne, une réaction physique. Votre cœur s'accélère pour rien. Ça demande de l'énergie vitale, vous allez vous fatiguer. Vous transpirez. Ça demande de l'énergie, vous allez fatiguer. Vous avez des rougeurs, vous avez un paquet de symptômes physiques qui demandent de l'énergie. La peur fatigue. Physiquement. Et c'est seulement dans cet état que la peur fatigue physiquement, lorsqu'elle est transcrite dans le système endocrinien, donc dans le système physique. La peur bloque l'évolution de l'homme. L'astral, c'est l'involution de l'homme. Les pensées de l'homme qui a peur sont l'astral qui le domine. Comment s'en soustraire? La peur bloque l'évolution de l'homme, c'est un fait. L'astral, c'est l'involution de l'homme. Non, c'est pas ça. La pensée de l'homme qui pense sont l'astral qui le domine. Comment s'en soustraire? Premièrement, les mécanismes émotifs de désir mémoriel ne sont pas des mécanismes involutifs. Voilà. Quand vous aviez des couches, c'était évolutif. Mais aujourd'hui, si vous auriez encore des couches, en tout cas dans une salle comme ici, ça pourrait être involutif. Ben, s'ils sont propres, non. Et... Est-ce que parce que la couche vous nuirait aujourd'hui, on peut dire que la couche nuit à l'homme? On devrait interdire toutes les couches, même aux enfants. Ça nuit, c'est prouvé. Mettez une couche quand vous allez sur une plage, allez voir, ça nuit. Puis baignez-vous dans l'océan avec une couche, ça reste pas longtemps, ça nuit. Est-ce que ça veut dire que la couche est anti-évolution? Non. Marcher avec une poussette, très, très évolutif. Avoir une suce dans la bouche, ça peut être évolutif, c'est encore là. Mais enfin.
Et est-ce qu'aujourd'hui, si vous auriez ça, ça serait évolutif? Non, absolument pas. Est-ce que ça veut dire que c'est inutile et ça ne sert à rien? Non. Ça veut simplement dire que lorsqu'on en a besoin, ça sert, et lorsqu'on n'en a plus besoin, ça ne sert plus. Et lorsqu'on n'en a plus besoin et qu'on reste attaché, c'est involutif. Tout ce qui est yavique un jour devient satanique un autre jour. Il y a des énergies qui sont ici, vous êtes là, et ces énergies-là vous attirent. Vous les faites évoluer et ils vous font évoluer. Il vient un moment donné où ces énergies maintenant sont en relation, en résonance avec vous. Vous voulez aller maintenant chercher une autre énergie plus haut, mais celle-ci vous retient. Elle était évolutive, elle est maintenant stagnante et elle pourra devenir involutive. Plus vous allez chercher haut, plus vous allez devoir traîner avec vous ce qui vous a permis de monter. Alors, ce qui vous a permis de monter, vous retenant maintenant, fait que vous allez monter pas mal plus lentement vers l'autre énergie parce que vous entraînez tout ça, et tous ceux qui s'agrippent après pour évoluer. Sauf si vous coupez. Si vous coupez avec ce qui vous a aidé, vous êtes libre. Parce que l'humain se rappelle, parce que l'humain a une mémoire, l'humain ne veut pas couper, parce que l'humain est insécure, parce que l'humain a peur d'évoluer, et cette peur d'évoluer, cette insécurité d'évolution, de couper, crée le stress chez l'humain. L'astral, c'est bon. L'âme, c'est bon. C'est bon parce que c'est ça qui permet à l'humain d'avoir des désirs, d'avoir des émotions et de souffrir. Ayant des désirs, des émotions et souffrant, l'humain essaye de devenir efficace. Donc, l'humain essaye de manipuler l'extérieur pour ne plus souffrir. Alors, l'humain crée l'intellect. Et créant l'intellect, il crée le mental. Et créant le mental entre en contact avec l'énergie supramentale. Et lorsque l'énergie supramentale pénètre l'humain, il va venir transcender l'ego, l'âme et l'astral. Lorsque l'humain a un phénomène mental suffisamment avancé, ce qui est le cas pour la majorité d'entre vous, alors oui, l'émotion devient nuisible. Aimer une chose, ce n'est pas nuisible. Avoir peur de la perdre, mieux vaut ne pas l'aimer. Parce que dans 2 heures, vous allez être capable de l'aimer et de ne plus en souffrir. Mais le stress de l'évolution fait que j'aime autant aimer puis en souffrir puis rester humain. Ouais, tu vas être capable de rester humain puis plus en souffrir si tu as la patience d'être apparemment inhumain 2 heures de temps. Comment se soustraire de l'astral? C'est pas compliqué. Il y a des choses que vous savez. Il y a des choses que vous savez. Et il y a des choses que vous connaissez. Mais comme vous laissez toujours le peu de savoir que vous avez est enterré par les connaissances que vous avez, vous restez assujetti à votre connaissance, à vos mémoires et à la sécurité que vos connaissances vous amènent. À un moment donné, un humain est dans la rue et va dire « Je sais qu'il va faire beau » ou « Je sais que je dois aller là ». Comment se fait que tu le sais? Ça, je ne le sais pas. Mais il faut que j'aille. Habituellement, la personne ne se fait pas avoir lorsqu'elle sait de cette façon. Par contre, ce qui va arriver, c'est que la majorité des personnes savent et comparent leur savoir avec leurs expériences. Et dans leurs expériences, ça n'a pas été expérimenté le fait qu'ils peuvent savoir sans avoir expérimenté. Alors, automatiquement, ils ne peuvent pas savoir. Ils doivent apprendre pour connaître. J'ai donné souvent l'exemple du chameau dans le désert, c'est la même chose. Le chameau, il n'a pas de connaissance. Le chameau, lorsqu'il a soif, il marche, il creuse, il boit. Lorsque l'humain est dans le désert, lorsqu'il a soif, il marche, il doute, il ne sait plus, il se perd, il meurt de soif. Pourquoi le chameau sait-il où il y a de l'eau? Parce qu'il ne pense pas. Parce qu'il ne se pose pas de questions. Parce qu'il s'en va. Parce qu'il sait. Il sait lorsque c'est nécessaire à sa survie. Parce que le chameau n'évolue pas. L'humain sait lorsque c'est nécessaire à sa survie et il sait lorsque c'est nécessaire à son amélioration. Mais l'humain mémorise parce que tant que l'humain n'a pas de contact avec le savoir, il ne peut se fier qu'à son expérience. Lorsque l'humain a suffisamment d'expérience, il devient apparemment efficace. Lorsque l'humain devient suffisamment expérimenté et logique, il crée le corps mental. Lorsque l'humain devient mental, il entre en contact avec l'intelligence active et alors l'humain va vivre le stress de l'évolution. Comment couper avec ma sécurité expérimentale et expérientielle
pour me risquer dans un contact instantané avec une intelligence qui ne pourra pas me sécuriser. L'humain est insécure lorsque l'humain se dit « Bon, je m'en vais là-bas, mais ça, je connais toute la place. » Il pense pas à tout, mais il sait qu'il connaît. Autrement dit, l'humain sait que s'il a besoin de savoir, dans sa connaissance, c'est inscrit pour savoir. L'humain est insécure lorsqu'il va quelque part où il n'a pas connu, où il n'a pas d'expérience. Alors l'humain sait très bien que s'il se passe quelque chose, dans son expérience, il n'y a rien qui pourra l'aider. Alors l'humain se sent médiocre. L'humain a peur. Et lorsqu'on dit à l'humain, non, vas-y, tu sauras en temps et lieu. Alors l'humain dit, bon, moi j'ai un de mes chums qui est dans tel secte, puis il y a des maîtres qui viennent lui parler, tu sais. Lui, il peut savoir en temps et lieu, le maître, il va venir, mais moi, je n'ai pas de maître. Ça n'a rien à foutre avec un maître. Le maître, il vient apprendre. Il ne vient pas donner des leçons. Parce que le maître n'a même pas la faculté d'expérimenter dans la matière. Il vient suivre un humain qui expérimente. Puis pour que l'humain donne des messages, pour que l'humain l'instruise, bien évidemment, il fait comme si. Alors l'humain, lorsque l'humain est capable d'aller quand même, d'oser, de foncer, il s'en sort. Ah oui, il s'en sort. Sauf s'il a peur. Mais il s'en sort. Sauf s'il a bien peur. Parce que s'il a peur, il va s'en sortir pareil. Tout ce que vous ne saviez pas, que vous savez aujourd'hui, vous avez passé à travers. Comment ça se fait que vous ne le saviez pas? Mais c'est drôle que plus l'humain vieillit, plus il y a des mémoires, puis plus il y a des mémoires, plus il a peur du neuf. Ça fait 25 ans ou ça fait 40 ans que je crois telle chose. C'est plus le temps de changer. C'est bien ancré chez nous, tu sais. Ouais, mais j'ai été éduqué de même, moi, dans mon temps, là. Ça n'a rien à voir. Couper une mémoire fraîche, couper d'une mémoire vieille, tu coupes d'une mémoire. Mais ça, on va expliquer la semaine prochaine ces mécanismes. Comment s'en sortir? Ben, c'est ça. La personne, elle n'a qu'à assumer ce qu'elle sait, puis elle n'a qu'à se risquer. Se risquant, elle va apprendre. Est-ce que ça veut dire, bon, ben là, je divorce, ça m'a risqué, voir ce que ça va donner? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Là, je lâche mon travail, on va voir, c'est pas ça que ça veut dire. Tout ce qui présentement amène déjà des mécanismes intelligents, vous le conservez. De toute façon, il y a plusieurs conférences que je vais faire pour revenir sur ces choses-là. Une question aussi sur la Genèse. Dans la Bible, dans la Genèse, justement, les yeux de l'homme s'ouvrirent et il connut qu'il était nu. Ça, c'est avant l'apparition des couches. C'est bien, c'est bien. Après avoir mangé le fruit de l'arbre de la conscience dualiste, Dieu l'appela et il eut peur parce qu'il était nu. Cela veut-il dire que la peur apparut lorsque l'homme se sépara de l'esprit et qu'il devint égaux? Ben oui. D'après moi, ce qu'on nomme péché originel, c'est le fait d'être devenu un humain matérialisé. Oui, péché originel, c'est un mécanisme pour essayer d'obliger l'humain à accepter son état d'être terrestrifié. Il n'y a jamais eu de péché originel, puis le péché n'existe pas. L'inharmonie conséquentielle existe, l'harmonie conséquentielle existe. Le péché, c'est parce que l'humain fonctionnait avec des termes dans ce genre. Le péché était de faire quelque chose d'inharmonieux, mais vu que l'humain ne pouvait pas voir que c'était inharmonieux, il fallait quand même qu'il ne le fasse pas. Alors c'était un péché, ça ne plaisait pas à Dieu ou au petit Jésus. Jésus, il pleure quand tu fais ça. Bon. Dans la Genèse, les yeux de l'homme s'ouvrirent et il connut qu'il était nu, après avoir mangé le fruit de l'arbre de la conscience dualiste, la connaissance du bien et du mal, conscience dualiste, impeccable. La Genèse, c'est une histoire qui prend ses racines en Lémurie. L'époque de Noé est en Atlantide. Noé va finaliser son vécu en Europe, en Turquie pour être précis. Et une autre expédition qui est partie en même temps que Noé va finaliser son expérience sur les terres de feu en Amérique du Sud. J'ai déjà dit, et c'est un fait, que tout ce qui a été écrit et tout ce qui a été dit, ainsi que tout ce qui s'écrit et se dit aujourd'hui, ne peut pas être à 100% irréalité. Vous diriez mensonge. Il y a toujours de la réalité transmise. Vous pourriez dire de la vérité. Dans la Genèse, les yeux de l'homme s'ouvrirent. On parle de l'homme égoïque, on parle de l'homme, de l'humain, de l'homme terrestrifié. On ne parle pas de l'homme espiritisé. Et il vit qu'il était nu. Il vit simplement dans quel état d'involution il était maintenant. Et cette conscience dualiste, le bien et le mal apparut. Dieu l'appela et il eut peur, évidemment, parce qu'il était nu, parce qu'il comparait. Dualiste, deux choses.
le pluralitaliste va apparaître plus tard, parce que le monde duel n'étant pas suffisamment compliqué, l'humain va le pluraliser. Alors, il n'y aura plus une chose belle, une chose laide, il y aura une chose pas pire, une chose très belle, une chose extraordinairement belle, une chose un peu laide, une chose... L'homme va compliquer les choses. D'après moi, ce qu'on nomme péché originel, c'est le fait d'être devenu un humain matérialisé. Oui, maintenant, l'humain a accepté d'être terrestrifié. J'ai déjà expliqué, on va y revenir aussi dans d'autres conférences. L'esprit a accepté de devenir humain. Et pour que l'humain accepte de rester sur le plan planétaire, on l'a instruit, on a placé des formes archétypales au niveau du ciel, au niveau de l'égrégore même de notre planète, et on a instruit l'humain qu'il avait commis une erreur, une gaffe, une bévue. Et du fait qu'il avait commis cette bévue, d'ailleurs ce n'est même pas lui qui l'a commis en passant, c'est Lucifer, et Lucifer est un être de lumière qui n'a pas commis de bévue, qui a simplement accompli les plans évolutifs de l'humain pour permettre aux esprits incarnés dans l'humain de pouvoir accomplir ce qu'ils ont à faire. On parle d'un Dieu tout-puissant. Puis après ça, on parle de Satan, de Lucifer qui a réussi à le fourrer. Après ça, on parle de Belzébuth qui l'a trompé. Après ça, on parle d'un paquet de démons qui ne sont pas régis par Dieu. Après ça, on parle de l'humain qui est imparfait. Non, mais disons, Dieu est tout-puissant, il y a un problème quelque part. L'énergie que l'humain appelle Dieu sous un niveau, parce que l'humain, ce qu'il appelle Dieu, c'est placé sous bien des niveaux. Ben effectivement, ça l'a permis à Lucifer de faire ce qu'il avait à faire. Ça l'a permis à l'humain de faire ce que l'humain avait à faire, parce que cela était essentiel à des objectifs d'évolution divine, à l'évolution de Dieu. Le péché originel, c'est un mécanisme qu'on a instruit à l'humain pour que l'humain reste sur la planète Terre, que l'humain comprenne qu'il faut qu'il reste là. L'humain l'a très bien compris, assez qu'il veut rester là maintenant, même si on vient le chercher. L'énergie supramentale descend, l'humain a tout ce qu'il faut pour garder les orteils plantés dans le sable, et il a une tête suffisamment évoluée pour maintenant la placer au-delà du ciel, mais dans les cieux, au-delà du monde des morts, et l'humain hésite, et c'est normal. C'est pas nécessairement bénéfique, mais c'est normal, tout le monde le fait. Et ça génère chez lui ce stress de l'évolution. L'humain a été matérialisé, la peur est apparue lorsque l'humain a pu différencier dans sa conscience, donc lorsque l'humain a commencé à avoir une âme, donc lorsque l'humain a commencé à avoir une mémoire, donc lorsque l'humain a commencé à avoir des émotions, donc lorsque l'humain a commencé à désirer, à penser. Tu dis parler, écoutez-vous. Parlez, vous énergisez. C'est vrai, en dialoguant, j'arrive à comprendre et à trouver des réponses. Pourquoi les hommes en général se refusent-ils et nous refusent-ils le dialogue? Impossible de parler avec eux de choses trop personnelles comme les émotions, les sentiments, les peines, les joies. Quand on parle, on voit clair. L'ego de l'humain ne veut pas que l'on voit clair. Si je parle d'une journée de temps avec Guy, je le connais au complet, sans sa couche. Et lui aussi, il me connaît au complet. Alors, lorsque l'humain a trop d'ego, ben, il ne veut pas qu'on parle, pas trop. Parlons du poteau, du voisin. C'est pour ça que l'humain ne veut pas trop dialoguer. OK, c'est ça, l'exemple est là. Ils se referment comme des huîtres, ils ont peur. Pourquoi ont-ils peur de nous, les femmes? Pourquoi sommes-nous si différents? Faites-vous-en pas, ils ont peur des hommes aussi. Les femmes vont communiquer entre eux. Les femmes ont toujours, la majorité des femmes ont toujours une, deux ou trois amies auxquelles ils vont tout dire. La majorité de ces amis, c'est tout le tout. La majorité. Mais on continue quand même à leur parler, entre femmes. Les hommes font ça. Les hommes aussi se parlent. Mais les hommes, pour le faire, sont obligés de se saouler la gueule. Alors, on a inventé des lieux pour hommes, des tavernes. Après l'homme des cavernes, l'homme des tavernes. Bon. Maintenant, ça évolue. Il y a de plus en plus d'hommes qui arrivent à l'époque transitive vers l'homme nouveau. Ils sont capables de parler. Avec les femmes. Les hommes n'ont pas peur des femmes, les hommes ont peur d'une réalité qu'ils se sont toujours refusés parce qu'ils ont toujours pu vivre sans la connaître. La femme ayant été assujettie à l'homme pendant suffisamment longtemps, a été obligée, dans un cercle assez restreint, de briser ses mécanismes pour pouvoir lui permettre une survie affective, ce que l'homme n'avait pas besoin. Mais les barrières tombent de plus en plus, le dialogue amène des choses, et c'est par la parole que l'homme nouveau va se façonner.
pas par le silence. La haine de la médiocrité et de la pauvreté sont-ils des manipulations de l'astral collectif comme sens de l'évolution? Oui ou non et pourquoi? Au niveau collectif, on haït la médiocrité, puis on haït aussi le génie. On haït la pauvreté, puis on déteste aussi la richesse. Lorsqu'une personne dit « Moi, je veux évoluer, puis il faut que je fasse bien de l'argent », pas bien mal. De la société, elle haït tout ce qui est marginal, très pauvre ou très riche. La masse. Les riches de la société haïssent pas les riches. C'est très bien d'être riche. C'est un péché d'être pauvre, par contre. La pauvreté elle est déterminée par la limitation qu'offre la matière sur ce que vous voulez faire. Une personne peut être millionnaire, ne pas se servir de son argent, il est limité, il est pauvre. Une personne peut être sur l'assistance sociale, elle a ce qu'elle a besoin, elle est riche. La haine de la médiocrité et de la pauvreté sont-ils des manipulations de l'astral collectif comme sens de l'évolution? Oui ou non, et pourquoi? Non. Pourquoi? Parce que l'humain constate, l'humain observe, l'humain regarde. L'humain qui haït la médiocrité chez lui peut aussi haïr la réussite chez lui. L'humain qui haït est un être humain qui ne sait pas focaliser l'énergie de l'amour, est un être humain qui appelle à lui des choses qu'il ne veut pas avoir, mais vu qu'il les aime, il les haït, ces choses viennent. Elles viennent de n'importe quelle façon. Ce n'est pas relié à la conscience collective, le fait qu'individuellement, on déteste une chose. C'est relié à notre éducation. C'est relié à nos mémoires. Presque pas à la conscience collective. Collectivement, la société peut haïr des choses, l'humain individuellement peut les haïr aussi. Mais au niveau des peurs et des haines, la conscience collective, elle est nourrie de l'individu qui a peur. La conscience collective, elle vous dit quoi croire, comment prier, quoi aimer, qui voter, quel genre de mode porter, quoi boire, quoi fumer. Et elle vous enseigne des peurs nationales, mais au niveau du reste des peurs, elle ne vous touche pas. Elle peut vous dire « ayez peur des Russes », et c'est à peu près tout. L'éducation collective peut peut-être vous engendrer des peurs au niveau des races, mais ça reste des peurs nationales, des peurs de groupe. Mais l'éducation collective n'engendre jamais chez l'individu la peur individuelle de quelque chose seul. Le plus bas que la peur collective peut aller chercher l'individu, c'est lorsque l'individu a peur de la société, a peur des lois, a peur de la police, a peur de l'armée. Et en bas de ça, non. En bas de ça, c'est maintenant vous qui, éducationnellement parlant, vos parents, le léger entourage, vos expériences vont vous façonner et vous allez créer des peurs. Et ces peurs-là vont maintenant nourrir les peurs collectives, sans colorer l'individu. Alors, la haine de la médiocrité, de ces choses-là, ce n'est pas, même si c'est collectivement vécu par l'individu, ce n'est pas une peur collective qui instruit et colore l'individu. Désirer évoluer n'est qu'un désir parmi d'autres. Il n'est pas évident que ce soit le désir le plus important. Point d'interrogation. Ben, ça va de soi, un désir, c'est jamais important. Un désir, c'est selon l'énergie qu'on a dessus, selon ce qu'on voit, alors on est amené. C'est pourquoi que l'être humain a hâte et l'être humain n'évolue pas. Pourquoi l'être humain a-t-il ses désirs sans que ça fonctionne? C'est pour la simple raison que l'être humain ne veut pas. Et l'être humain ne peut pas vouloir pour la simple raison que l'être humain n'envoie pas d'intelligence. Est-ce que vous passez au aspirateur 20 fois par jour sur le même tapis? Non. Peut-être certains, oui. On les appelle des maniaques. D'ailleurs, ils n'ont pas de tapis longtemps. Mais vous ne le faites pas. Pourquoi? Parce que vous n'envoyez pas l'intelligence. C'est donc normal que vous ne le fassiez pas. Lorsque votre ménage n'est pas fait chez vous, que vous vous plaisez, mais lorsque le téléphone sonne, et on dit « Oui, je suis machin chouette, je m'en viens. » Oh! Ah là, ça se place, hein? En dessous du lit, même si c'est pas correct, puis là, on place. Parce que si vous ne voyez pas l'intelligence de faire de l'ordre, égoïquement, vous allez en souffrir du désordre. Alors, on fait le ménage lorsque quelqu'un vient. Tandis que lorsqu'une personne est intelligente, est en vibration avec l'intelligence de l'ordre, elle garde l'ordre parce que c'est écologique.
Parce que c'est économique en énergie, l'ordre. Parce que ça sauve du temps, ça sauve de l'énergie, ça sauve du stress, ça sauve de l'argent, ça sauve. C'est économique, l'ordre. Lorsqu'une personne vient et qu'aujourd'hui, elle n'a pas mis d'ordre, ben elle dit viens. Lorsque la personne rentre, elle ne lui dit pas la phrase fatidique bonjour, comment ça va, fais pas attention au désordre. Parce que même si l'humain ne veut pas que l'on voit son désordre, il ne peut pas s'empêcher de le placer dans la face de l'autre. Alors moi, je rentre puis je dis, on me dit ça, fais pas attention au désordre, et moi je réponds, ah ben oui, effectivement, c'est bien bordel chez vous. Les fois que je viens après, elle dit plus ça. Puis je dis plus que c'est bordel. Si on a une raison intelligente, quand je parle évoluer, là, il faut faire attention, je ne parle pas de rejoindre des dieux ou des ci ou des ça. Même pas de vous connecter à l'énergie supramentale. Même pas. Je dis simplement que vous devez vous améliorer. Avez-vous une pensée claire? Voyez-vous clairement ou bien non, vous avez toujours de la difficulté à penser? Quand vous avez une question qui vient chez vous, est-ce que vous fait peur? Montez un peu en énergie, vous fera plus peur. Lorsque vous parlez de la mort, est-ce que vous en avez peur? Montez un peu en vibration, vous n'aurez plus peur. C'est quoi monter en vibration? Parlez donc de la mort quand vous êtes heureux. Vous n'aurez pas peur. Parlez-en pas quand vous vous ennuyez, ça va avoir peur. Il y a une différence de potentiel vibratoire. Augmentez simplement votre état. Lavez-vous plus souvent ceux qui sont sales. Vous allez augmenter votre état. Vous allez comprendre à un moment donné l'intelligence d'être propre. Oui, celui qui est toujours sale, qui se lave une fois par mois. Ça va bien. Mais j'ai connu plusieurs gars, moi, qui m'ont dit, depuis que je reste avec cette fille-là, qui me force à me laver au moins 2 fois par semaine. Ben, c'est vrai. Ben, aujourd'hui, du moment que je transpire un peu, je me sens sale, je peux rien me laver. C'est ça. Pourquoi? Parce que ta vibration, maintenant, est devenue tellement plus sensible que le moindrement que tu as des mémoires corporelles, cutanées, transpiration, elle est émise pour des raisons, dans des régions particulières et elle absorbe des énergies. C'est une mémoire cutanée. Il y a des personnes qui ne se transpirent même pas et qui, à un moment donné, se sentent sales. Ils ne font que percevoir les énergies qui sont cutanément mémorisées à la surface de leur peau. Alors, ils ont besoin d'une douche ou d'un bain, surtout d'une douche. C'est ça, évoluer. La personne, elle se lave et à un moment donné, elle a besoin de se laver. Elle a augmenté en vibration. Si elle n'est pas capable d'assumer son intelligence, alors elle sera pas capable de vivre sale. Alors, ça crée un autre problème, parce que si à un moment donné, elle s'en va dans un pays sous-développé, et puis elle se ramasse avec une douche toutes les 4 hôtels, elle se lave, elle est obligée de se laver une fois par semaine, elle va haïr son voyage. Parce qu'elle se sent insécure, parce que maintenant, elle conserve les mémoires cutanées. Elle ne peut pas les éliminer par le baptême, par le lavage. Elle les conserve et elle en a peur. Alors, elle déteste ce maudit pays. Elle ne reviendra plus jamais. Ça, c'est le problème de l'identification à la sécurité de l'ego. Tandis qu'une personne qui en comprend l'intelligence se lave. Lorsqu'il ne peut pas se laver, ben, il s'assume, il ne se lave pas. Il n'a pas le choix, il ne se lave pas. Il n'en souffre pas. S'il voit une douche, il se lave. S'il voit une rivière, il se lave. Sauf qu'en Amazonie, où j'étais, on ne s'est pas lavé souvent parce que dans la rivière, il y avait des piranhas. On en a mangé, mais on ne tenait pas à se faire manger. Évidemment. OK. Autre question. C'est comment cesser de penser afin de ne plus avoir peur, exemple, face à une peur phobique ou imaginaire? Tu pourrais peut-être répondre aussi avec, tu parlais tantôt de la carotte devant l'onde, tu sais, le 2 secondes qui fait qu'on n'est pas dans l'événement. Comment que l'homme peut faire, justement, en arrêtant de penser, sûrement, pour en arriver à rattraper ce 2 secondes-là qui est toujours en retard? Le problème, voyez-vous, c'est que vous avez peur de la mort. Tous. Et celui qui n'a pas peur de la mort, il a peur de la mort, mais présentement, ce n'est pas à sa conscience. Pendant le temps que ce crayon a été dans les airs, la majorité d'entre vous, vous l'avez observé et vous n'avez pas pensé. Ceux qui l'ont observé, ce crayon, et qui n'ont pas pensé, fouillez maintenant dans vos mémoires. Vous n'avez pas enregistré grand-chose. Mais est-ce que vous vous rappelez, le temps que vous l'avez observé, est-ce que vous vous rappelez si vous étiez heureux ou malheureux?
Est-ce que vous étiez mal assis ou bien assis? Aviez-vous chaud, aviez-vous soif? Le temps que j'ai lancé le crayon, vous ne pourrez pas trouver rien de ça. Pensiez-vous à vos problèmes? Pensiez-vous à ce que j'avais dit avant? Ceux qui ont observé le crayon, la majorité de ceux qui n'ont pas pensé, n'ont pas vécu ce que je viens de... n'ont pas vécu ces souffrances, n'ont pas été humains. Ils ont été quoi? Ils ont été vivants. Alors, est-ce qu'ils ont été heureux? Non. Au-delà. Il y a juste une merde. Lorsque l'on vit, c'est qu'on s'en souvient pas. Vu qu'on ne s'en souvient pas et que l'ego a peur de la mort, l'ego veut s'en souvenir. Pour que l'ego s'en souvienne, il faut obligatoirement que ce que vous percevez traverse l'ego pour laisser une trace chez lui avant de parvenir à votre conscience. Et ce mécanisme qui fait que vous vous rappelez de ce que vous faites vous décale d'avec la vie. Le temps que prend, le milliardième de seconde que prend l'ego à analyser ce que vous faites avant de le restituer à votre conscience, fait que vous vivez dans le monde des morts, dans le monde mémoriel. Vous êtes en décalage sur la réalité. À l'instant où vous observez sans réfléchir, sans mémoriser, vous avez vu le crayon. Ça, c'est enregistré dans votre mémoire chimique. Mais quelle émotion a été enregistrée avec? Rien. Quel plaisir? Rien. Quelle peur? Rien. Quoi? Rien. Le crayon. Si vous êtes capable d'observer les choses pendant une demi-heure sans jamais y penser, après cette demi-heure, si je vous demande qu'est-ce que vous avez fait, vous allez me répondre, je ne sais pas. Si vous êtes intelligent, vous allez répondre, j'ai vécu. Pas snobement, philosophiquement, j'ai vécu. Non, vous avez vécu. C'est tout. Bon. Mais est-ce que vous avez été heureux pendant cette demi-heure-là? Non. Ah, t'étais malheureux? Non. Mais il fallait que tu sois heureux ou malheureux dans la conscience dualitaire de l'homme ancien. Oui. Mais quand une personne vit la réalité, vit l'instantanéité, il fait partie de l'homme nouveau. Ni heureux ni malheureux. Quelque chose qu'un jour vous allez tous trouver et qui est de beaucoup supérieur au bonheur que vous cherchez. Le seul bonheur que vous pouvez avoir, c'est un bonheur mémoriel. Même les choses qui vous ont fait souffrir à la longue finissent par être du bon temps. Alors le problème de l'humain, et quand je dis que vous avez peur de la mort, c'est que la majorité, vous allez refuser de vivre dans un état d'observation intégrale sans penser. Pourquoi sans penser? Parce que automatiquement votre ego meurt. Mais vous restez lucidement conscient. Alors si je prends un crayon et que je lance sur quelqu'un qui est en état d'observation, il va simplement attraper le crayon. C'est tout. Il n'aura pas peur. Il ne l'aura pas dans le visage, il va être à 100% efficace. Pour la simple raison que le crayon qui vient n'aura pas besoin de traverser l'ego, être analysé par l'ego, être analysé comme étant un crayon qui se dirige vers soi, être vérifié dans la mémoire pour savoir si c'est dangereux, être analysé comme dangereux, revenir perturbé par l'émotion, parce que pour analyser si le crayon est dangereux, il faudra qu'on aille voir une mémoire où on a mal. Où on a déjà reçu quelque chose qui faisait mal, où on a vu quelqu'un recevoir quelque chose et faire mal. Alors, la mémoire vient dire, oui, c'est dangereux, mais elle est accolée de l'émotion, du mal, de la douleur. Alors, automatiquement, cette mémoire vient ralentir. L'ego commence à avoir peur. Et le temps que cela parvienne à la conscience, que cela soit maintenant transmis à ce que moi j'ai appelé les chérubins la semaine dernière, pour que le corps physique puisse maintenant être animé pour se tasser ou pour prendre le crayon. Si le crayon était proche de vous, vous l'avez entre les deux yeux. Vous ne pouvez pas être efficace avec un décalage sur la vie. Quelqu'un vient vous voir et il dit, prenons l'exemple d'un enfant, plus souvent qu'autrement les enfants sont vivants, sont moins décalés parce qu'ils ont moins de mémoire. Plus l'enfant cumule d'expérience, plus il se décale de la vie. L'enfant vient te voir et il dit, je te trouve beau, toi, c'est beau. Alors si vous êtes instantanément relié à la vie, vous allez automatiquement répondre.
si vous n'êtes pas relié à la vie, vous pourrez pas répondre, vous saurez pas, ouais, ben toi aussi t'es beau, ouais, ça c'est appris par cœur, parce que sinon on pourrait pas rien répondre. T'as bien une bonne mine, à toi aussi. Oui, c'est une belle farce, oui. C'est plus. Tu sens pas bien mieux. C'est la même chose. On apprend à paraître en instance de relation avec la vie, parce qu'on ne l'est pas. On apprend. Il faut bien l'apprendre, imaginez-vous. Alors, si l'enfant vient te voir et il dit tu réponds instantanément, un adulte va faire la même chose, vous allez être en affinité avec la vie. Jamais plus vous allez souffrir de ne pas être capable de dire à quelqu'un je t'aime, je te trouve cute. Un jour, j'étais à Sainte-Justine et puis à un moment donné, il y avait une stagiaire qui était avec moi. Puis elle passait son temps à regarder un enfant. Un enfant de 12 ans, quand même assez âgé. Puis à un moment donné, l'enfant, il se tanne, puis il lui dit coudon, tu fais me regarder, c'est tannant. Mais cette personne, elle était endormie lorsqu'elle le regardait. Ça faisait plusieurs jours qu'elle venait, puis elle admirait l'enfant. Elle le trouvait beau. Ça paraissait, c'était évident. Alors, du moment que l'enfant il a dit ça, on a pu voir si c'était maniaque ou non. Elle aurait pu être détraquée. Elle a immédiatement répondu à l'enfant, c'est parce que je te trouve cute. Elle n'était pas maniaque. Il n'y a pas un maniaque qui s'avoue. Alors, ça a été bien simple. Elle vivait, elle. Aujourd'hui, je ne sais plus si elle vit. Elle est peut-être morte. Physiquement vivante, je parle décalée avec la vie. C'est là d'un professeur, hein? Papier et crayon. Il faudrait une grosse baguette à un moment donné, taper du monde. Alors, c'est ça. Vivre, c'est ça. Vous avez beaucoup de temps de votre, apparemment, vie que vous passez à vivre. Et vous ne vous rappelez pas. Et parce que vous ne vous rappelez pas, ça vous fait quelque chose. Alors, vous vous arrangez pour vous en rappeler. Parce que plus vous allez avoir de mémoire, plus vous allez pouvoir dire « j'ai vécu ». Et plus vous allez pouvoir dire « j'ai vécu », plus vous allez pouvoir dire « je vis ». Je pense, donc je suis. Vous pensez parce que vous avez des mémoires. Je pense, donc j'ai des mémoires. Parce que j'ai des mémoires, j'ai l'impression que je suis. Je pense, donc je suis décalé d'avec la vie. Je ne suis pas. Alors, parce que l'humain observe quelque chose et au lieu que cela soit immédiatement amené à sa conscience pour vibratoirement l'instruire, cela passe par l'ego. Cela veut être mémorisé, cela laisse une trace dans l'ego. Ça veut être analysé. On veut savoir si c'est beau ou laid. On veut savoir si c'est du bien ou du mal. On veut savoir si c'est bon ou mauvais. On veut savoir, c'est-à-dire, on veut connaître. On veut connaître. Je vous endors. Je vous anesthésie. Je vous couche dans un lit impeccablement bâti pour votre corps physique. Je vous amène dans un paradis sur la planète Terre et je vous laisse endormi pour une semaine avec des oiseaux autour de vous, une mer, un soleil impeccable, avec tout ce qu'il faut pour que votre régénérescence corporelle se fasse. Et je vous demande 2000 $. Vous allez dire, c'est chiant de payer 2000 $ puis même pas savoir ce qu'on va faire. Non, vous dormez. Et après ça, je vous ramène ici, puis là, je vous montre des diapositives de votre corps couché au soleil, les oiseaux, il y avait un toucan à côté, il y avait... Et là, vous êtes regaillardi, c'était effarant, parce que psychologiquement, vous n'avez pas nuit. Vous n'avez pas tété l'énergie de la beauté, l'onde de forme de la beauté, qui amène de l'énergie vitale, vous ne l'avez pas tété pour nourrir votre mémoire. Votre corps l'a pris. Ça sert à ça, la beauté. Pas à en jouir mémoriellement, à en jouir instantanément. Quand on n'est plus là, on n'en jouit plus, puis ça finit là. Mais on l'a, cellularisé. Mais non, l'humain voyage pour voir. Il veut voir plus. Il se fatigue. Il a besoin de vacances après ses vacances. Mais la personne qui reste couchée, qui ne veut pas observer avec sa psychologie, mais qui veut réellement voir. Vous regardez un oiseau. Est-ce qu'un oiseau, c'est seulement un paquet de plumes colorées? Mais pour la majorité d'entre les humains, oui. D'autres vont dire, non, ça a un âme, puis ça l'évolue. Non, ça a une âme gros comme ça, puis ça évolue pas pantoute. Bon. C'est là pour servir l'humain. C'est une partie d'ailleurs expressive de Dieu, mais qui n'évolue pas. C'est l'humain qui évolue. Ça va aider, puis l'humain va l'amener avec lui, mais ça, c'est autre chose. C'est pas un paquet de plumes colorées, c'est pas un paquet de poils, un chat ou un chien. Fermez vos yeux. Fermez vos oreilles. Autrement dit, fermez votre ego. Vous allez connaître l'oiseau. Sinon, vous le voyez comme vous voulez le voir. Chante pas pire. Non, fermez.
pour arriver à être en résonance avec la vie. Pour ça, faut pas. Pourquoi l'humain a de la difficulté? Parce que l'ego ne veut pas se soustraire du passage de l'information à la conscience. L'ego veut être averti. Vous voulez savoir mémoriellement ce qui va à votre conscience. Vous vous checkez. Vous vous trustez pas en tant qu'esprit. Et c'est ça qui crée le stress de l'évolution. La semaine prochaine, on revient là-dessus. J'en parle, c'est important. L'ego doit apprendre à se déconnecter pour que l'information passe directement à votre conscience. L'ego ne veut pas parce qu'il vit le stress. Et c'est ce stress-là qu'il faudra connaître. Ça, c'est la semaine prochaine. Dans le passage de l'information à la conscience, j'aimerais t'expliquer quelque chose aussi. On dit des fois, on fait une prise de conscience. C'est comme si tu as une énergie, un petit bloc d'énergie qui pulse, là. Bon, je t'arrête 2 secondes, on va t'expliquer. OK. L'énergie, lorsqu'elle descend, elle est captée par ton système neuronique. Elle peut passer directement à un plan hautement vibratoire qui n'est pas relié à ton corps physique et qui s'appelle la conscience mentale. Lorsqu'il passe à la conscience mentale, vibratoirement parlant, il va être assimilé. L'humain appelle ça comprendre. Lorsque l'humain comprend, c'est assimilé vibratoirement. Une fois que c'est compris, l'ajusteur de pensée va maintenant amener une connaissance à l'ego par l'intermédiaire de la pensée. Alors, il va informer l'ego par l'intermédiaire de la pensée tant qu'il y a suffisamment d'ego pour nuire. Tandis que chez l'homme conventionnel, chez l'homme ancien, l'information vibratoire passe. Au lieu d'être amenée en compréhension, elle est amenée avant en information. Elle est amenée à la mémoire pour amener de la connaissance à la mémoire, et suite à cela, elle est envoyée à la conscience mentale pour l'augmenter en vibration. Autrement dit, l'humain pense toujours qu'il évolue s'il accumule de la connaissance pour après ça la méditer. Tandis que l'humain va évoluer s'il est en contemplation. Il ne faut plus qu'il médite. Il y a une technique que moi j'appelle la méditation supramentale. Le terme est presque exact, mais ce n'est pas de la méditation telle qu'on la voit archaïquement au niveau des techniques ancestrales. C'est un mécanisme qui te permet simplement d'avoir accès à une vibration. La vibration, elle est conscientisée immédiatement. Contemplation méditative, elle est immédiatement conscientisée au niveau mental, alors automatiquement tu vois. Tu sais. Tu n'as pas de connaissance, tu sais. Si tu as de l'ego, ton ajusteur de pensée va maintenant transformer. Maintenant que ton mental a su absorber l'énergie qu'il avait besoin, il va maintenant créer une forme, un archétype, un néotype pour être précis, et il va maintenant le transmettre à ton ego de façon à rassurer ta mémoire, de façon à l'instruire lentement, de faire confiance à ton esprit qui commence à te pénétrer. C'est comme si ce point-là qui s'allume, plus il y a de l'énergie dedans, ça dépend bon, j'essaie d'expliquer quelque chose. Plus il y a de l'énergie dedans, plus tu sais, là, mettons que tu te dis, bon, mais pour la transmettre à un autre, ça me prend 10 mots, 50 mots, 100 mots. Plus ça te prend de mots pour la transmettre, plus tu as de chance de te perdre puis ça se colore à un moment donné. Tu sais? Le ciel. OK? Fait qu'il n'y a pas toujours la même intensité. C'est là l'ajusteur qui met l'énergie dans le archétype là, que tu as Le néotype. Néotype. L'énergie descend. La compréhension, c'est un mécanisme énergétique. Pouf! Tu comprends. Sauf que la compréhension chez l'homme ancien, c'est qu'elle vient de la vie, mais il essaie toujours de prendre la vie, de la confronter à ses mémoires pour essayer de comprendre. Alors que s'il se laisse vivre, il va comprendre. L'enfant apprend des choses. Il apprend à connaître la vie. Mais plus il mémorise, plus il veut connaître la vie à partir de ce qu'il a connu de la vie. Alors automatiquement, il se décale lentement, il devient craintif, il devient peureux, il ose de moins en moins, et plus cela allait. Regarde simplement, pourquoi on a une jeunesse? Regardez les personnes ici qui ont 35 ans en montant. Et confronter la jeunesse emmerdeuse aujourd'hui. Ils ne veulent plus, ils ne foncent plus, ils ont peur de tout, ils restent écrasés chez eux, ils veulent pas se trouver de l'emploi, ben ils veulent s'en trouver à 35$ de l'heure en commençant minimum, puis si possible en n'ayant rien à faire. Ils se lancent dans des études universitaires par émotion. Moi, je veux faire ça, puis s'il n'y a pas de job, je ne travaille pas. Tandis que la majorité, vous avez fait un travail qui vous a mis même pas. Mais vous avez vécu avec. Vous avez appris. Puis maintenant, vous devez nourrir ceux qui, justement, veulent faire ce qu'ils aiment. Pourquoi? Parce qu'il y a la télévision, parce qu'il y a les livres, parce qu'il y a tellement d'informations maintenant qui rentrent chez nos jeunes que le jeune, automatiquement, de prime abord, a peur de vivre. Parce qu'il veut confronter la vie avec ce qu'il a appris. Tandis que vous,
la majorité, vous n'aviez pas suffisamment de possibilités d'éducation, pas suffisamment de télévision, pas suffisamment de radio, pas suffisamment de cinéma, pas suffisamment de tout ça. Alors, automatiquement, vous n'aviez pas suffisamment d'expérience mémorielle, alors vous n'étiez pas peureux face à la vie. Crème, à 25 ans aujourd'hui, on pense que la vie est finie. Ceux qui ont au-delà ne le savent pas. Mais on peut observer. Moi, j'en connais du monde, j'en ai rencontré des personnes et puis je le sais. Et plus ça va, plus les jeunes sont des personnages tannants. Et les personnes qui sont plus âgées, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, la grande majorité, ont travaillé, ils n'aimaient pas ça, ils ont commencé à travailler à 16 ans. Aujourd'hui, imaginez-vous travailler à 16 ans, mon œil. Il y en a qui ont commencé à 12 ans. Je ne dis pas que c'était bon. On faisait travailler un enfant à 12 ans, ce n'était pas extraordinaire dans l'état où il travaillait. Le travail était bon. Mais exploiter, c'était moins bon. Mais dans l'état où on travaillait, c'était pas bon. Mais l'événement même était bon. Mais aujourd'hui, absolument pas. Sors de l'université, tu as lavé le plancher pour avoir un peu d'argent pour aller à l'université. Et quand tu sors, ce que tu veux faire, est-ce qu'il y a un travail? Pas nécessairement. On ne choisit pas un travail ou une étude au niveau du plan émotif. Au niveau du plan d'efficacité, qu'on ne choisit pas au niveau du plan émotif. On fait de la publicité. C'est du marketing, les universités. On va avoir du monde. Alors évidemment, on vend les belles choses, le monde achète, puis après ça, le monde s'en va. Bon. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus tu as d'expérience, de mémoire de ces choses-là, plus tu te mets en dissonance avec la vie, et évidemment, moins tu vas oser. Il vient un temps où tu n'oses même plus oser. Alors, sans référence. Exactement. Ouais. Alors, l'énergie passe, elle s'en va au mental chez l'homme nouveau. Du mental, la vibration anime chez lui le savoir, donc il est correct. Et une fois, s'il a encore de l'ego, donc tant que son double éthérique n'est pas parfaitement constitué, donc tant que l'humain est un être mortel, alors automatiquement, cela va venir instruire l'ego, créant un néotype qui va forcer l'ego non plus à croire à un dieu ancestral, ou à un père, ou à des fantômes. Le fantôme existe de par lui-même, le fantôme c'est de la merde, pas dangereux. Alors, il va finir par perdre la croyance à ces choses-là pour être régi par un néotype, par une forme nouvelle d'instruction qui va lentement le placer en résonance de confiance avec son esprit. Et automatiquement, l'esprit va lentement pouvoir assimiler l'ego. Donc, la personne n'aura plus d'ego, n'aura plus d'orgueil, et elle sera, de par le fait même, immortelle. Okay. Est-ce que le stress est une forme de peur ou est-il généré par la peur? Si on regarde le stress physique, ce n'est pas une peur. C'est un dérèglement événementiel accompli par la succion de l'ego sur le corps physique et sur le corps vital. Ce n'est pas une peur. Tout à l'heure, j'expliquais que la peur de l'ego pouvait venir sucer suffisamment d'énergie vitale pour engendrer un stress physique. Alors, il vient un moment donné où le cœur est suffisamment stressé, c'est-à-dire que le cœur n'est pas stressé parce qu'il travaille trop. Il n'y a personne qui est stressé parce qu'il travaille trop. Il n'y a pas un muscle non plus qui est stressé parce qu'il travaille trop. Mais lorsqu'à un moment donné, le cœur travaille dans un état où on lui retire son énergie vitale. Alors, les cellules vieillissent, ils ne peuvent plus se reproduire ou être aussi durables. Et on va retirer l'énergie vitale du cœur par psychologie, l'émotion, l'émotivité. Il y a différentes formes d'émotivité qui vont puiser dans différentes parties du corps de l'énergie vitale pour arriver à s'auto-énergiser. Alors, si au niveau de l'estomac, ben l'estomac devient stressé. C'est pas nécessairement parce qu'on mange mal. Une personne va dire, moi, j'ai bu, j'ai mangé du poivre toute ma vie, ça fait bien épicé, j'ai fumé. J'ai 82 ans, puis je suis pas malade. Ça veut-tu dire que n'importe qui fait ça ne sera pas malade? Pas nécessairement. La personne, elle n'a pas eu de stress stomacal, de stress cardiaque, de stress artériel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu un stress psychologique qui est allé puiser de l'énergie vitale dans des régions qui, normalement, vont être atteintes par le fumeur, par celui qui mange telle chose ou autre chose. Tel genre de stress psychologique amène automatiquement un puisement d'énergie vitale dans une région du corps, ce qui fait que, normalement, on sait que le comptable a des ulcères à l'estomac, que telle personne a telle pathologie. Il y a des travaux qui amènent certaines choses. Mais, comme tel, le stress ne vient que de la friction, de l'ego sur la vie. Le stress réel, comme la semaine prochaine, je ne parlerai pas du stress physique, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas non plus. Je vais parler du stress de l'évolution. C'est lui qui engendre le stress, le puisement de l'ego. Je dis souvent que c'est important, non pas de commencer à ramasser de l'énergie, mais il faut commencer par cesser d'en perdre. L'un des gros points, l'une des grosses valves ouvertes où on perd de notre énergie, c'est dans ce stress de l'évolution
la lutte qu'oppose l'ego à l'information secondaire de l'énergie, c'est-à-dire que l'ego veut être informé en priorité de tout ce que l'humain a comme contact énergétique. Alors que l'ego, lorsqu'il est informé, le transcrit après à la conscience, mais coloré par l'émotion, par l'expérience, par ses mémoires. Alors, l'ego ne veut pas être le deuxième à être informé. Et ce stress, cette peur de l'ego qui évolue, c'est elle qui va finir par engendrer la mal-résonance avec la vie. Tu es à côté de moi, tu fais juste crier, ça ne devrait pas me stresser. Ça va me stresser parce que je suis déjà en dissonance avec la vie. Autrement dit, dans mes mémoires, je mémorise le fait que tu cries, ce qui fait qu'après 5 minutes, je finis par en être tanné. Mais si je ne mémorise pas dans ma mémoire, si le fait que tu cries vient à mon information, est amené au niveau mental, n'a aucun l'ajusteur de pensée n'ajustera jamais ton cri à mon ego. Donc, mon ego ne sait pas que tu cries, donc je ne mémorise pas que tu cries, mais mon mental analyse pour savoir si tu es dangereux ou non. Si tu n'es pas dangereux, le mental n'informe rien d'autre. Alors, automatiquement, après 2 heures de cri, chaque fois que tu cries, c'est comme si je l'entendais pour la première fois. Alors, je ne suis pas stressé, je ne suis pas impatient et je m'en fous. Tandis que l'homme mémorise. Tu commences à crier, ça ne le dérange pas trop. Mais après 1 heure, là, ça tape ses nerfs. C'est-à-dire qu'à force de regraver la même chose dans la mémoire, ça finit par hériter la mémoire. Ça finit par hériter l'ego. Alors, l'ego étant hérité, essaie de prendre ton cri, qu'il mémorise, et de le transposer au niveau de ton plan physique pour qu'il soit assumé par ton plan vital. Ça le rend malade, ça le rend stressé physiquement. Lorsque nerveusement parlant, parce que ça va être transcrit par le système nerveux et endocrinien, lorsque nerveusement parlant, le système nerveux ne peut plus absorber de cette énergie que l'ego transmet de ton cri, alors tu y tapes ses nerfs. Là, le corps physique commence à raisonner mal. Raisonnant mal, il informe mal l'ego. Informant mal l'ego, l'ego se met en colère, il te donne une claque dans le visage, t'arrêtes de crier. Et là, l'ego se sent mieux. Mais il recommence pas. Tout un mécanisme du stress physique. Mais on va revenir réellement sur la mécanique du stress pour arriver à comprendre de quelle façon l'humain peut arriver à transcender ce stress de l'évolution. La mémoire chimique, elle ne stanne pas. La mémoire chimique, elle ne stanne pas. La mémoire chimique, elle enregistre et quand elle ne peut plus enregistrer, elle n'enregistre plus. Sauf que si l'ego veut transmettre de l'information lui revient, elle n'est pas transmise. C'est ce que l'ego perçoit comme une irritation nerveuse. Sauf que l'ego peut, parce que la mémoire de l'âme, elle est conservée par une énergie vitale qui s'appelle le périsprit et qui, religieusement parlant, porte le nom de Séraphin. Et cette mémoire, elle est vitale. Lorsque l'ego veut mettre de la mémoire dans son système corporel, il peut facilement puiser de l'énergie vitale pour pouvoir agrémenter un récipient mémoriel. Alors, automatiquement, il peut créer des mécanismes de pathologie parce que le corps physique qui a besoin de cette énergie vitale pour pouvoir continuer la vie, pour pouvoir continuer à procréer cellulairement d'une façon convenable, il finit par en être privé, donc automatiquement, il dégénère en maladie. Okay. Fait que le vieux dicton qui disait que tu peux mourir de peur, c'est vrai? Dans un sens. Dans tous les sens. Parce que si tu as trop peur, tu peux être inefficace, tu peux mourir, puis en plus, tu peux carrément puiser tellement d'énergie vitale. Non seulement tes cheveux peuvent blanchir, comme j'ai déjà vu, la personne elle a eu une peur foudroyante, alors elle est venue vieille en dedans d'1 heure, pour la simple raison qu'elle a tellement puisé d'énergie vitale dans son corps qu'elle l'a carrément vieilli. Tu peux effectivement mourir de peur. Si tu as un cœur qui est faible et que tu puises le reste d'énergie vitale dedans sous une peur, tu meurs une crise de cœur. C'est cœur, hein? Vaut mieux évoluer que d'essayer de vivre, car évoluer, c'est vivre. Bon, essayer de vivre. Premièrement, on n'essaye jamais. On fait ou on ne fait pas. Celui qui essaye, il ne fait pas. S'il réussit, il n'essaye plus et il fait. Vaut mieux évoluer que d'essayer de vivre. C'est un fait pour la simple raison que plus vous allez être en résonance avec vous-même, donc plus vous allez vous connaître, plus vous allez être vous, plus vous allez automatiquement vous améliorer, et de toute façon, vous êtes. Donc, vous vivez. Ah, c'est un fait. L'insécurité me fait peur. L'inconnu fait C'est normal. peur. Appréhender un divorce ou un changement de vie qui s'ensuivra, comment faire face à cette peur éventuelle ou réelle? La peur, elle est réelle. Une peur n'est jamais éventuelle. C'est-à-dire que la personne veut dire qu'elle n'a... Moi, non, même pas. La peur n'est pas éventuelle. La personne qui pose la question, elle a déjà peur. Alors, elle n'a peut-être pas assez peur pour dire qu'elle a peur, mais si elle pose la question, c'est qu'il y a déjà un phénomène de peur. La peur n'est jamais éventuelle, elle est réelle. Appréhender un divorce ou un changement de vie qui s'ensuivra. Comment faire face à cette peur? Il y a plusieurs moyens. Un moyen qui est maintenant enseigné par la psychologie conventionnelle, c'est goûter un petit peu pour t'habituer. Divorce souvent, tu finis par avoir peur de divorcer. Bon. C'est vrai. C'est un fait. Vous allez peut-être être tanné, mais vous n'aurez plus peur. Je dis ceci pour que vous compreniez bien les mécanismes de la peur. C'est un fait.
Faites-le souvent, vous aurez plus peur. Vous allez avoir des mémoires, ça va être un monde connu. Vous n'aurez plus peur. Mais ça ne change rien. Présentement, vous avez peur parce que c'est un monde qui n'est pas connu. Mais la réalité va rester la même. Sauf qu'on a peur. Parce qu'on ne connaît pas. Moi, je ne parle pas des divorces et de l'insécurité, des divorces et tout ça. Tout ce que je vous dis, c'est que le travail qu'on fait en conférence, comme le travail qu'on fait en séminaire, c'est un travail qui, à moyen terme, amène des changements chez les personnes. Les changements se font sentir vibratoirement. Votre ego n'est pas nécessairement informé de la transformation. Il se peut que le mental en soit informé, mais pas l'ego. Et à un moment donné, vous allez dire, c'est vrai que j'ai changé. La personne, elle va finir à la longue par ne plus avoir peur. Par vivre. À un moment donné, veut pas, l'humain va être au-delà du bonheur. Comment arriver à assumer le fait d'une peur de divorce ou de toute la vie qui va être avant? Il n'y a rien à faire. Si la personne a peur, il n'y a rien à faire. Si elle observe sa peur, elle n'aura pas peur le temps qu'elle va observer. Et à un moment donné, elle va se rendre compte que la vie amène toujours des belles choses. Quoi que l'on fasse, à la condition qu'on sache ouvrir les bons yeux et qu'on sache apprécier ce qui se passe. On ne peut pas apprécier ce qui se passe si on le compare avec ce qui s'est passé ou avec ce qu'on aurait voulu qu'il se passe. On ne peut pas apprécier. Alors on est en dissonance avec la vie. Et on ne peut pas faire autrement qu'avoir peur. Le temps. Personne ne va finir par s'en sortir. Mais le temps. Et la hâte. Elle n'est pas encore à cette année. Merci beaucoup, Daniel. La semaine prochaine, le stress, si cela vous intéresse, on va en parler sans trop se stresser.